dans l'émission Morceaux d'histoire, une tranche de vie. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Michel Decaux, un Fécampois, un grand collectionneur. Michel Decaux, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation sur le plateau. Bonjour Paul, c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Alors, grand collectionneur, mais collectionneur d'armes, et pour une période bien précise, de 1774 à 1874. Vous avez commencé votre collection au moment même où Louis XV tire sa révérence dans la quasi-insouciance du peuple français. Louis XVI prend le relais. Et quelques mois plus tard, le 5 juin, il y a Olivier Félix Nicolas Victor d'Olière qui devient ministre de la guerre. Et ça a une histoire pour vous, puisque, comme nous allons le voir sur les images, vous démarrez votre collection d'armes pour cette période bien précise. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de collectionner ces armes à cette période-là? Il y a plusieurs choses. Au préliminaire, lorsque l'on jouait, souvent fils de marin-pêcheur, il y avait très peu de jouets. Notre mère avait horreur des armes. Ce qui fait que nos jouets, c'était tout simplement le couteau du père, le couteau avec lequel il avait piqué la morue et broyé, etc. Nous galopions dans les bois. À l'époque, il y avait des bois tout autour de Fécamp. Il y avait d'innombrables blocos aussi, dans lesquels on allait chercher parfois des cartouches de Mauser qu'on trouvait en profusion tout autour dans l'environnement du blocos. Et puis il y avait surtout les sacro-saints de films, les westerns, KPDP. Et à la suite de ça, il y a eu une envie, à partir du couteau, de faire collection d'armes anciennes qui, initialement, les armes anciennes étaient fabriquées comme une serrure. Et les pistolets à silex fonctionnaient comme des briquets. Donc il y avait tout un cheminement, tout autour de ces pièces-là, qui n'ont rien à voir avec nos armes modernes. Alors, il faut préciser quand même que vous avez exercé un métier de manuel de précision, puisque vous étiez soudeur, ce qui explique peut-être votre intérêt pour la belle mécanique et le bon ajustage. Et la métallurgie aussi. Et la métallurgie, bien sûr. La manière de fabriquer les pistolets. Il ne faut pas oublier qu'un canon de pistolet ou de fusil était pratiquement en fer pur. Le fer a la propriété de chauffer très vite, mais de refroidir tout aussi vite. Donc, impérativement, lorsqu'on rechargeait l'arme, il ne suffisait pas de mettre de la poudre dans un acier qui était resté bouillant. Bien sûr. D'où l'origine du mot, souvent, trouver un fer à cheval, ça porte bonheur, parce que les chevaux, en marchant, ils écrouissaient le métal, tout simplement, ils épuraient le carbone qui était dans le fer. Et un gamin qui trouvait un fer à cheval, portait au forgeron, qui le refondait, et souvent lui donnait la pièce. C'est pour ça qu'on disait que ça lui portait bonheur. Voilà. Votre origine de collection, c'est 1774. Oui. Précisément, pourquoi alors? Alors, 1774, obligatoirement, on a le siècle des Lumières, mais les premières armes réglementaires françaises ont apparu en 1717. Auparavant, il existe une lettre du marquis de Louvois en 1679 qui dit au capitaine, si vous n'avez pas les moyens de fournir des armes à vos hommes, allez vous faire ravitailler aux magasins généraux. Auparavant, pour tout ça, les capitaines qui devaient entretenir leur armée, lorsque une bataille où il y avait des guerres avec le roi, ils ne pouvaient pas subvenir d'un seul coup à tous les besoins de leur armée, quoi. À plus être qu'à l'époque, il y avait énormément de déserteurs, quoi. Comment vous avez fait pour trouver vos premières armes? Alors je précise quand même que votre collection, dont on voit quelques images passées en illustration sur notre écran, oui. Ce sont des armes à feu, bien sûr, mais vous avez aussi des armes blanches, puisque vous êtes collectionneur de sabres, d'épées, de fusils, de mousquetons, dirons-nous, et également de pistolets et de revolvers. La collection, ça a démarré avec des baïonnettes. Les baïonnettes, lorsque vous bricoliez pour quelqu'un, plutôt de vous donner la pièce, vous parliez de votre passion et vous donnez une baïonnette. C'était le moyen de paiement typiquement fécampois, ça? Oui. Et on trouvait des baïonnettes en Une baïonnette, les baïonnettes traînaient un peu partout. Bon, mais lorsqu'on a fait le tour des baïonnettes, on s'intéresse aux sabres. Donc on vend les baïonnettes pour acheter un sabre, souvent sans fourreau. Il est comme il est. Par la suite, on le revend pour pouvoir en acheter en meilleur état. À la suite de ça, j'ai fait collection de couteaux. Je me suis séparé d'une partie de ma collection de couteaux. Les couteaux, ils étaient attachés souvent
à la dernière guerre, à la guerre de 14. Je me suis aussi intéressé aux forces françaises libres. Les forces françaises libres, j'ai laissé les forces françaises libres pour repiquer dans l'ancien que je faisais auparavant. Toujours en recherchant la pièce de qualité, parce qu'une pièce est intéressante lorsque tout est au même numéro, lorsque tout a été fabriqué à la même époque pour la même pièce. Alors de cette période-là, vous vous entichiez à trouver des pièces à partir de 1774, comme je le disais tout à l'heure. Vous allez vous arrêter, c'est ce qu'on voit d'ailleurs dans votre collection, en 1874, qui est une date quand même assez extraordinaire, puisqu'en 1874, il se trouve que c'est la première grande exposition d'impressionnistes des peintres, dont Monet, dont Pissarro, et qui font un passage également en Normandie. Et dans votre collection, vous avez des armes dont il y avait quelqu'un qui était chargé de les répertorier à l'époque, qui est aussi normand. Comment s'appelait-il? Danzel du Rouvroy, mais en 1777. Danzel du Rouvroy, c'était un capitaine d'artillerie qui réceptionnait les armes en... Donc j'ai un pistolet à coffre, le modèle 1777, qui lui a été fabriqué en 1785 et qui a été réceptionné en 1786 par Danzel du Rouvroy. Non seulement vous êtes un passionné de cette période-là, certes, mais mieux encore, c'est que vous avez les moyens de faire parler des armes. Expliquez-moi comment vous faites. Alors, tout à chacun, à l'époque, les ordinateurs n'existaient pas. Donc, ça a été là, après, c'était les magazines. Avant les années 60, on ne trouvait pas grand-chose en documentation. Donc, quelques bons bouquins. Par contre, les pièces que l'on avait, on était sûr que ce soit des bonnes pièces. Il n'y avait pas des démontages et remontages comme on fait actuellement. Il n'y avait pas les répliques que l'on voit actuellement. Dès qu'il y a un créneau, dès que les gens recherchent des pièces, obligatoirement, on fait des répliques. Il a existé pour certains sabres, notamment à l'époque de Louis-Philippe, pour la garde nationale, les pompiers, on leur a refait des armes qui existaient déjà sous la Restauration et sous le Premier Empire, qui en quelque sorte sont déjà des répliques. Néanmoins, on le sait, avec les marquages et les poinçons de réception. Alors justement, quand on regarde vos pièces dans votre collection, que ce soit les armes à feu ou que ce soit les armes blanches, on s'aperçoit que vous avez attaché une grande importance à sélectionner des pièces qui sont toutes signées, toutes répertoriées, oui, au sens qu'elles sont datées. Oui, des armes réglementaires qui sont issues d'un règlement. Lorsque vous prenez un pistolet mitrailleur, un des plus célèbres en France, la MAT 49, qui a fait l'Indochine et l'Algérie, toutes les MAT 49 n'ont pas été fabriquées en 1949. Dès que l'arme est modifiée ou transformée, qu'elle subit une refonte, elle porte une appellation T pour transformer ou T bis pour transformer une deuxième fois. Alors ça, ce sont des indices précieux quand vous récupérez une arme. Absolument. Pour pouvoir l'identifier et savoir exactement à quoi elle a servi et d'où elle vient. Et le mécanisme aussi. Avec le mécanisme, on situe l'époque. Alors là, nous avons un pistolet modèle 1777, deuxième fabrication. La première fabrication était pourvue d'un crochet de ceinture. Par la suite, on a supprimé le crochet de ceinture. Alors, c'est un pistolet Acilex. Le pistolet Acilex fonctionnait comme un briquet. Nous avions un chien, ici, voilà, qui lui a une vis de serrage pour le serre-pierre. On considère que c'est l'oreille du chien, une mâchoire supérieure, une mâchoire inférieure pour le serre-pierre, qui est la gueule supérieure du chien, la gueule inférieure. On faisait au préalable une cartouche en papier dans laquelle on mettait de la poudre, la balle en plomb, on roulait tout ça, on introduisait le papier, la poudre et la balle ici, 2 coups de baguette. Au préalable, on avait déchiré la cartouche avant de l'introduire, mettre un petit peu de poudre ici dans cette petite bassine que l'on appelle un bassinet, qui communiquait avec un petit trou que l'on appelle la lumière, qui allait communiquer la flamme à l'intérieur du canon. On abaissait la platine, et dès qu'on armait le chien, le silex venait frapper cette plaque-là, faisait un jet d'étincelle, en poussant la plaque, qui allumait la poudre
pour faire exploser la poudre tassée dans le canon pour propulser la balle. Il est évident que toute cette opération-là devait se faire un jour sans pluie. Il arrivait fréquemment qu'il y ait une grande flamme qui sorte à l'extrémité du canon et la balle restait à l'intérieur. On disait qu'elle avait fait un long feu, d'où l'expression « la personne qui meurt d'un seul coup n'a pas fait long feu ». Alors celui-là a été fabriqué à Saint-Étienne, on voit le marquage Saint-Étienne, la couronne de Saint-Étienne, le J de Javel, qui était contrôleur. Sur le canon, on voit que le canon a été réceptionné en 1785, donc 85, la couronne de Saint-Étienne, le B de Berthéas qui était contrôleur, et Berthéas a donné sa démission, a été remplacée par Merlet, le M de Merlet. Par la suite, cette arme-là était réceptionnée aux magasins généraux par un Normand qui s'appelait Danzel du Rouvreux. Il a été réceptionné en avril 1786 avec le D de Danzel. Alors ici, nous avons un autre pistolet à silex. C'est un modèle 1822, car les premiers fusils à silex sont apparus dans l'armée française en 1717 et pratiquement se sont terminés en 1822, donc un siècle de silex. Ce pistolet-là a la particularité d'avoir son marquage de la garde nationale, le coq PLD qui signifie pour le droit. Alors, le fonctionnement, c'est le même que celui qu'on a vu auparavant. On arme la batterie, on prend la cartouche, on la déchire avec ses dents. À l'époque de Napoléon, celui qui n'avait pas de dents sur le devant ne pouvait pas faire de service militaire. On mettait un petit peu de poudre dans la petite bassine, le bassinet qui est ici. On rabaissait la batterie. La poudre, la première, avec la balle, le papier, 2 coups de baguette. On armait le chien. Et la mise à feu. Alors après 1822 est apparue la percussion. La percussion, pour l'armée, ils l'ont eu à partir de 1840. Alors la grosse différence, c'est qu'ici, on avait toujours un chien, mais on n'avait plus de silex. On armait toujours le chien, la cartouche, le papier, la balle et la poudre. La grosse différence, c'est qu'on coiffait ici cette petite partie que l'on appelle une cheminée avec une amorce. Et dès que le chien venait frapper l'amorce, faisait une étincelle qui communiquait à la poudre noire pour éjecter la balle. Par la suite, il y a Eugène Le Faucheux qui en 1836 a inventé la cartouche à broche. La marine, qui était indépendante de l'armée de terre, a eu les premiers revolvers en 1858 avec des cartouches à broche. Pendant ce temps-là, la cavalerie, elle, en 1870, contrairement à la marine, se battait toujours avec ce pistolet à un coup. Alors que la marine avait déjà un revolver avec 6 chambres et des cartouches. Et en 1870, on a supprimé la broche. À partir de 1858, aux États-Unis, on a fait la percussion centrale et en 1870, la marine avait un revolver qui fonctionnait avec une percussion centrale. Pour l'armée de terre comme pour la cavalerie, il n'y avait encore rien de sorti. Ce qui fait que, après la guerre de 1870, en 1873, l'infanterie et la cavalerie ont voulu avoir un revolver qui fonctionne en double action, c'est-à-dire à chaque fois qu'on appuie sur la queue de détente, le barillet va tourner, alors qu'auparavant, le simple action, il fallait systématiquement réarmer le chien à chaque fois. Pour l'historique, c'est pour cette raison que l'on voit les cow-boys armer le chien et avoir un revolver facilement démontable à l'entretien. Voilà. Ce revolver-là a été utilisé jusqu'à la guerre de 14.
Là, on voit défiler derrière nous, en ce moment même, le fameux sabre d'abordage qui vient de Châtellerault et qui est daté de 1847, et on le voit bien sur la tranche de la lame, Oui. cette gravure-là. Comment vous avez fait pour trouver cette pièce-là, qui est quand même assez impressionnante, d'autant plus qu'on y voit également la hache d'abordage tout à côté? Ben, la hache est plus difficile à trouver que le sabre, parce que le sabre, si vous voulez, il fut une époque, oui, on cassait les sabres pour en faire des couteaux à démastiquer, pour les vitriers. Mais les haches, on s'en est surtout servi par la suite comme outil d'intendance. La hache d'abordage, après on a supprimé le crochet de ceinture, et on la mettait à côté d'une porte comme une hache d'incendie pour casser la porte, ou éventuellement pour couper un bout à bord d'un bateau, quoi, hein. Mais il ne faut pas oublier que la Commune de Paris, en 1870, était défendue par des fusiliers marins qui, eux, étaient armés derrière les barricades au pied de leur batterie avec le sabre d'abordage et la hache d'abordage. Michel, quand on regarde les armes blanches, elles ont une particularité, c'est d'ailleurs l'image que nous voyons défiler derrière nous, celle du sabre de sapeur. Comment s'était fait ce genre de pièce? Toutes les lames de sabre étaient forgées. Lorsqu'elles sortaient de la forge, évidemment, elles avaient une scorie par-dessus et la lame était noire. Cette arme-là, elle allait chez le fourbisseur, qui le fourbisseur, dans l'étymologie du mot, fourbir signifie blanchir. Donc, il polissait la lame, la nettoyait, et par la suite fabriquait le fourreau et la monture, c'est-à-dire la poignée et la garde qu'elle avait avec le sabre. Par la suite, lorsqu'on a introduit les armes à feu, pour faire la différence, on a dit arme blanche et arme à feu. Alors qu'auparavant, avant que les armes à feu interviennent, on ne parlait pas d'armes blanches. On ne parlait que d'épée, on ne parlait que de coutelas, poignards. Par contre, de cela, on en a tiré une expression française. Oui. Celle de dire « fourbir ses armes ». Fourbir ses armes. Ce qui veut dire se préparer à intervenir. En quelque sorte, oui. Voilà. Alors une panoplie de sabres dans laquelle il y a une épée qui est du système 1857-1872 pour les sous-officiers de gendarmerie. Un sabre d'officier d'infanterie 1882, officier de cavalerie 1883, officier de cavalerie 1896, sabre à la chasseur modèle en 9 1800-1801, canonnier monté 1829, officier d'infanterie 1821 et un glaive modèle 1816 fabriqué sous la monarchie de Juillet en 1830. Alors là, de nouveau, nous avons un glaive d'infanterie, un briquet, appelé briquet par dérision par les cavaliers, vu sa courte longueur, de sabre d'officier d'infanterie, un sabre de sapeur, un 1822 de cavalerie légère, troupe, 1822 officier, 1896 pour sous-officier. Un 1821 d'officier, avec sa gravure, son bleu dessus qui était propre à la facture pour les sabres d'officier. Ce qui est aussi extrêmement remarquable, c'est que non seulement vous vous passionnez pour raconter, faire parler ces armes-là, leurs origines, à quoi elles ont servi, dans quel régiment ont-elles été attribuées, d'une part, mais également, à côté de ça, pour la même période, vous faites une collection de cachets et de sceaux. Oui. Alors, on a vu, et on regarde encore en même temps que nous parlons, quelques images de ces fameux sceaux que vous collectionnez. Il y en a un qui fatalement attire notre attention particulière, nous autres Fécampois, parce que vous avez le timbre de la mairie de Fécamp sous l'empire de Napoléon Ier. De Napoléon III, pardonnez-moi. Comment vous avez fait pour dénicher cette pièce que je suis convaincu que beaucoup convoitisent? Alors cette pièce-là, elle a été trouvée par un brocanteur en vide-grenier, et moi je l'ai racheté le prix qui convenait au brocanteur pour avoir cette pièce-là. Parce que initialement, les sceaux, lorsque le régime change, les sceaux doivent être rompus, de manière à éviter de faire défaut avec. Mais
il est probable, si vous voulez, qu'avec les guerres et désordres qu'il peut y avoir, les Sceaux traversent, arrivent, pour certains d'entre eux, à échapper à cette destruction-là. Il y en a un également que nous sommes en train de visionner, c'est un sceau qui vient du Gard. Racontez-moi l'anecdote, puisque il me semble que ce sceau a fait tomber des têtes au moment où la veuve voyageait en France. Oui, le sceau, il représente la République, qui à l'époque, c'est Danton qui a décidé, du 22 septembre 1792, qui est la date de notre première République, c'est Danton qui a décidé de prendre la liberté, et on l'a appelée Marie-Anne, parce que Marie-Anne était le nom le plus répandu au XVIIIe siècle. Dans l'état civil. Dans l'état civil. Donc on l'a appelée Marianne tout simplement. Alors Marianne tient la lance d'une main, avec le bonnet phrygien qui coiffe la lance. Alors le bonnet phrygien, qui est un bonnet pourpre, était arboré par les esclaves émancipés à l'époque romaine, ce qui prouvait leur liberté. Donc, comme on a calqué nos républiques sur les républiques romaines, on s'est empressé de prendre le bonnet phrygien, qui est un signe de liberté. Quant à l'autre, elle a le faisceau de licteur, qui, le faisceau de licteur, était un faisceau de verge que tenait dans ses bras l'appariteur. L'appariteur, c'est celui qui précédait le cortège des magistrats à l'époque des républiques romaines. Et afin de se démarquer, il avait ce faisceau-là de verge, une et indivisible, qui est le symbole de la République, avec un fer de hache dedans. Ce sceau-là a frappé oui. un ordre d'exécution, fatalement. Obligatoirement, puisque c'est le tribunal criminel du Gard. Donc c'est la période de 1792 à 1804. Il s'est quand même passé quelque chose à cette époque-là. Tout à fait. Ce qui est très drôle, c'est que si c'était à l'instigation de Danton, ça ne lui a quand même pas porté chance, non plus. Puisque lui-même est passé sous la veuve. Non plus. Hein? Il perdait la tête assez facilement à cette époque-là. Ici, un sceau ferme du roi, Louis XVI, il a stoppé en 1791. Un sceau de la Révolution, la période de 1792 à 1804, l'autre est identique de la même époque. Un sceau de 1793 en argent massif, Liberté ou la mort. Nous sommes dans la terreur. Ici, un cachet de la Garde nationale Premier Empire. À gauche, le sceau Louis XVI et ferme du roi. À droite, Révolution, tribunal du Gard. À gauche, nous avons un second empire. À droite, un troisième république. C'est Junon assise qui tient le faisceau de licteur. À gauche, nous avons un cachet Louis XVIII avec ses 3 fleurs de lys qui rappellent la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. À droite, un second empire avec l'aigle impérial. À gauche, un Charles X, modèle 1824. Et à droite, jusqu'en 1830, et à droite, un 1830 de l'époque de Louis-Philippe. À gauche, on a les chiffres de Louis XVIII, les 2 ailes entrelacées, et à droite, les grandes armes de Louis XVIII. Ici, un sceau tout en laiton, où on aperçoit les 3 fleurs de lys qui relatent la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Époque Louis XVIII. Michel Decaux, votre nom sonne comme quelqu'un qui pourrait être historien, et vous l'êtes finalement. Je voulais faire allusion à votre illustre homonyme qui s'appelle Alain Decaux, dont tout le monde connaissait cette émission, Alain Decaux raconte. Vous faites parler vos armes, mais mieux encore, vous faites un fichier extraordinaire, puisque vous nous disiez que chacune de vos armes, chacune de vos pièces de collection fait l'objet d'une fiche que vous rédigez. Pourquoi et comment le faites-vous? Alors je le fais tout simplement pour ma mémoire, pour bien m'en souvenir. Je le fais aussi pour mes enfants derrière moi, de manière qu'ils savent à quoi s'en tenir. Et puis aussi pour le plaisir toujours d'écrire à la plume, puisque toutes mes fiches, je les fais à la plume. C'est ça la particularité chez vous. Donc, obligatoirement, si vous voulez, ça m'entretient, ça me permet de mémoriser davantage, parce que malheureusement, les personnes maintenant n'écrivent plus. Et lorsqu'on écrit, on prend de l'attention à écrire et on mémorise davantage les objets que l'on a
à sa disposition, quoi, hein. La série de cachets, de manière à avoir un complément avec cette collection-là, pouvoir présenter une arme dans un environnement avec son cachet à côté qui était utilisé au moment où on utilisait cette arme-là, quoi, tout simplement. D'accord, vous faites la liaison de cette manière. Absolument. Alors, surtout aussi, pourquoi ce siècle d'histoire? Parce que ce siècle d'histoire-là, c'est 4 monarchies, 3 républiques, 2 empires. C'est énorme pour son temps. C'est énorme. Alors, normalement, la Troisième République, c'est à partir de 1870. Moi, je suis allé jusqu'à 1874 parce que les armes qui sont tolérées dans la possession du collectionneur, ce sont des armes qui tirent bien souvent à poudre noire et qui vont jusqu'à 1874, excepté quelques-unes de l'une d'elles où le calibre est trop important, notamment pour le Colt Pacemaker qu'on voit dans tous les westerns, hein, où il y a une quantité de poudre trop importante pour pouvoir le mettre en détention libre, quoi, hein. Au bas de notre écran, on voit défiler vos coordonnées si des amateurs voudraient identifier des armes qu'ils ont chez eux, peuvent toujours vous poser cette question-là et ce sera avec un grand plaisir que vous leur répondrez. Bien on sûr. en est certain. Et pour vous, ça fera peut-être aussi une tranche de vie de plus à additionner dans votre livre de 1774 à 1874. Qu'est-ce que vous avez d'ailleurs, pendant cette période-là, retenu en termes de la grande histoire de France? Qu'est-ce qui vous a marqué le plus? Malheureusement, les choses ont guère changé. On change les gens, mais on reste de la même manière, quoi. Michel Decaux, merci beaucoup d'être passé sur notre plateau. Et puis, si vous faites une autre découverte, ce sera un grand plaisir qu'on vous accueillera à nouveau. Merci de m'avoir reçu.